Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Après la réforme de l'assurance chômage, après la crise énergétique, dites bonjour à la réforme des retraites. Faut-il s'attendre enfin à ce que la cocotte minute française explose? Va-t-il y avoir un mouvement social d'ampleur? Nous allons voir tout ça, mais avant toute chose, comme chaque semaine, n'oubliez pas de commenter cette émission, de la partager, de cliquer sur le pouce en l'air et de vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné tout seul, parce que ça arrive souvent. Allez, c'est parti. Et à mes côtés aujourd'hui, Philippe Murer. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes économiste, spécialiste des questions énergétiques, de la transition écologique. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je ne citerai que le dernier, si vous me permettez, Sortir du capitalisme du désastre. C'était aux éditions Jean-Cyril Godefroy et bien sûr nos téléspectateurs peuvent dès à présent en faire l'acquisition sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors Philippe Murer, le 10 janvier dernier, Elisabeth Borne a présenté les grandes lignes de la réforme des retraites. Le texte sera adopté en Conseil des ministres le 23 janvier. Il arrivera ensuite au Parlement le 6 février. Il sera d'ailleurs intégré, je le note, au projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Alors avant de vous donner la parole, vous me permettez, s'il vous plaît, Philippe Murer, d'écouter Emmanuel Macron, qui n'a pas toujours été favorable à cette réforme des retraites. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023? Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Alors Philippe Murer, il est légitime ce changement de point de vue d'Emmanuel Macron? Pas du tout, parce qu'en fait, le changement de point de vue sur les retraites, il est basé sur le fait que le système sera en déséquilibre. Or, le système des retraites, il est positif. Il était positif en 2020, il sera positif de 3,2 milliards en 2021. Et en fait, le fonds de réserve des retraites, c'est-à-dire la précaution en cas de coup dur, c'est de 180 milliards d'euros selon le Conseil d'orientation des retraites qui est rattaché, voilà, et qui est un organisme rattaché au Premier ministre. Et dans cet organisme, d'ailleurs, il simule des scénarios macroéconomiques qui valent ce qu'ils valent sur 40 ans, parce que personne ne sait ce qui va se passer sur 40 ans, mais il simule quand même, et il voit que dans 3 scénarios sur 4 de cet organisme rattaché au Premier ministre, en fait, le système de retraite est globalement à l'équilibre et même en positif sur la durée. En fait, il n'y a pas de besoin financier de faire une réforme des retraites. Pourtant, on nous explique de plus en plus qu'au départ, il y avait un retraité pour 4 actifs, que maintenant on est en dessous des 2, que bientôt on sera un 2. Enfin, on nous explique que finalement, chaque personne qui travaille va être obligée de financer un retraité quelque part. Oui, en fait, le problème de la classe très nombreuse des baby-boomers qui a déséquilibré la démographie française, en fait, il arrive à son terme. C'est-à-dire qu'en 2030, le système est terminé, malheureusement, avec une partie de la classe d'âge des baby-boomers qui va commencer à mourir de façon importante. Et donc, le système, en 2030, en fait, on repart vers quelque chose de beaucoup plus facile à gérer. Et d'ailleurs, on l'a géré jusqu'à maintenant. Donc, et puis, de toute manière, il faut que la situation économique soit assez bonne pour que les Français aient envie de faire des enfants. Parce que c'est si vous faites des enfants que la retraite des Français est globalement payée. Et si vous mettez les gens dans une situation économique trop difficile, comme c'est le cas aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. La fécondité s'effondre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France. En fait, les derniers pays occidentaux qui tenaient. Et donc, si vous ne faites pas d'enfants, le système va se déséquilibrer. Et comme le disait Macron dans la première interview, effectivement, il y a quelques années, il y a 2 ans, il disait effectivement 40% des classes, de la classe d'âge de 61 ans, en fait, est sans emploi aujourd'hui et sans ressources avant la retraite. Donc 40%, c'est quand même gigantesque. Et donc là, ils devaient attendre 1 an, 2 ans, mais là, ils vont devoir attendre 3, 4, 5 ans. Donc on va mettre les gens dans des difficultés absolument considérables. Et Macron le disait lui-même dans cette vidéo au grand débat. Absolument. Il disait... Alors, sans compter en plus qu'il y a une grande partie des seniors qui sont au chômage pendant très longtemps et qui, de ce fait, sortent des radars
Et des calculs. Exactement, parce qu'en fait, comme ils ne reçoivent plus d'allocation de Pôle emploi, eh bien, ils ne sont plus inscrits au chômage. Ça n'a plus aucun intérêt pour eux de s'inscrire à Pôle emploi et de continuer. Donc on va rallonger le temps où ils n'auront pas de ressources du tout jusqu'à la retraite, finalement. Exactement. Et ces gens-là qui auront besoin... Alors, s'ils n'ont pas de compagne qui gagne de l'argent, ils pourront avoir un petit RSA, mais ça ne suffit pas à vivre. Donc ces gens-là, en fait, ils vont casser le prix de vente de leur travail, donc de leur salaire, pour obtenir un emploi. Ce qui va avoir un effet sur tout le monde, puisque les autres gens seront aussi contraints. Sur les salaires de tous les Français. Voilà, les salaires de tous les Français vont baisser, et c'est sans doute le ressort de cette réforme des retraites. Mais Macron... Là-dessus, on peut se demander s'il n'a pas un petit problème mental, parce qu'en fait, il disait dans une autre vidéo qu'il n'était pas question de sacrifier les gens qui ont environ 60 ans et qui ont d'ailleurs été virés à 55 ans, comme il le disait précédemment, et qu'il n'était pas question de les sacrifier. Or là, il est en train de sacrifier les gens qu'il reconnaissait comme sacrifiés. Donc c'est d'une violence sociale absolument considérable, ça va poser des problèmes considérables aux gens et à tout le monde. Il faut voir que ça va très très loin, puisqu'à 62 ans, en fait, un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts. Donc à 65 ans, quelle proportion des hommes les plus pauvres seront déjà morts? Et on sait que les gens qui ont un travail pénible, dont la cotisation va être avant la retraite sera aussi allongée de 2 ans, sont déjà cassés. Vous discutez avec les gens dans les entreprises, les ouvriers qui portent des sacs de ciment, qui font des travaux manuels. On va revenir un tout petit peu après, si vous voulez bien, sur la question de la pénibilité. J'aimerais qu'on écoute le Premier ministre, Elisabeth Borne, qui explique les grandes lignes de ce fameux projet, avec le report notamment de l'âge à la retraite de 62 à 64 ans. Nous voulons un projet qui finance les retraites et rien d'autre que les retraites. Nous refusons d'augmenter le coût du travail ou les impôts. Nous refusons de baisser les pensions. Au contraire, nous voulons les augmenter. Nous voulons un retour à l'équilibre de notre système à l'horizon 2030. C'est pourquoi, pour l'avenir de nos retraites, nous devrons progressivement travailler plus longtemps. Mais ça n'est pas tout. Nous portons un projet de justice, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité de certains métiers, en s'assurant que le même métier donne la même retraite. Nous défendons un projet porteur de progrès social. Nous augmenterons la pension minimale pour les futurs retraités à près de 1 200 € net par mois. Nous redonnerons toute leur place aux salariés proches de la retraite dans les entreprises. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'1 trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Un système juste, c'est tenir compte, enfin, de l'évolution des professions et faire en sorte que le même métier donne la même retraite. Aussi, nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. Olivier Dussopt y reviendra. C'est une question d'équité. Cette mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés qui seront désormais affiliés au régime général de retraite. Au-delà du fait que visiblement Elisabeth Borne a le même cours, le même professeur de diction que Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle, on peut s'arrêter peut-être notamment sur ce qu'elle évoque, à savoir cette prolongation et cette accélération de la réforme Touraine. Donc, pour préciser, on va arriver à 43 ans de cotisation, donc ça fait, j'ai pas calculé les trimestres, mais bon, vous avez compris, qui va être accéléré donc pour arriver à cela en 2027. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose finalement? Bah, Parce que c'était déjà prévu. Oui, ça c'était prévu, mais la réforme Touraine qui a été faite en 2014, effectivement, elle est en train de... Elle augmentait d'1 an et demi la durée de cotisation. Donc ça c'était fait. Mais maintenant, vous allez avoir 2 ans de plus avant d'avoir votre retraite. C'est-à-dire qu'il faudra attendre 64 ans minimum pour avoir votre retraite. À part quelques exceptions comme les policiers, les pompiers, etc. Et donc, effectivement... Donc c'est pas 43 ans de cotisation en fait, c'est 43 ans de cotisation quand on a déjà 64 ans. Exactement. Et donc il y a des gens qui vont cotiser 45, 46 ans s'ils ont commencé très jeunes, quoi, effectivement. Mais là où c'est très gênant, d'ailleurs, cette réforme en 2014 avait été faite au nom de l'allongement de l'espérance de vie des Français. C'est ce qu'ils nous répètent d'ailleurs aujourd'hui.
Mais l'espérance de vie des Français entre 2014 et 2021 est la même. Bien sûr, elle n'augmente plus. Et le gouvernement dit, au nom de l'espérance de vie, on va vous rajouter encore quelque chose. On va vous rajouter encore plus d'années avant d'atteindre la retraite, alors même que les Français, en fait, sont un peu maltraités dans leur travail, il faut le dire. Il y a beaucoup de Français, ils attendent la retraite comme le Graal parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont mal dans leurs entreprises, ils sont pressurés, puis ils sont trop vieux pour continuer à travailler avec la même intensité. Et bien là, la retraite, en fait, on leur éloigne de plus en plus, au point que certains sont morts avant. Donc moi, je dis, il n'y a aucune raison de faire cette réforme. Le régime est à l'équilibre. Et en fait, c'est une forme de sadisme social. Et certains parlent d'une pression de l'Union européenne sur la nécessité de cette réforme. Est-ce que c'est exact ou est-ce que finalement, des fois, Bruxelles a bon dos, il faut le dire? Alors, je vais vous le répondre, mais juste pour dire le sadisme social, que ça ne sort pas de nulle part. En fait, ça sort de quelqu'un qui est un grand intellectuel qui s'appelle Emmanuel Todd. Et le commentaire du Point dans son dernier livre, c'était « Baisse du niveau de vie, sadisme social des élites ». Todd décrit une société française atomisée par la peur de l'appauvrissement. Donc vraiment, c'est là où on va. C'est pas que la peur de l'appauvrissement, d'ailleurs. C'est l'appauvrissement tout court, et la peur de plus d'appauvrissement à venir. Et les gens peuvent reconnaître la société dans laquelle on vit aujourd'hui, effectivement. Et comme vous dites, pourquoi cette réforme? Ça, c'est une question intéressante. En fait, il y a deux raisons à cette réforme. Et il y a un mensonge d'Elisabeth Borne que j'ai noté. La réforme des retraites, effectivement, est exigée par l'Union européenne. C'est demandé dans les grandes orientations de politique économique tous les ans. Mais c'est aussi demandé en face du plan de relance de 40 milliards d'euros qui a été décidé pendant le Covid. Il est écrit qu'il y aura une réforme des retraites. Il doit y avoir une réforme des retraites en France, absolument pour économiser de l'argent. Et dans ce cas-là, on aura l'argent du plan de relance. Mais d'ailleurs, les fact-checkers comme de France Info, comme Julien Pain... Pardon, je fais une petite pause, mais sur le plan de relance, on est d'accord qu'en plus, on était contributeur net encore. En plus, ce plan de relance qui est une arnaque, puisqu'on paye 80 milliards d'euros, la France débourse 80 milliards d'euros à l'Union européenne pour recevoir 40 milliards d'euros. Donc c'est plutôt un plan de destruction qu'un plan de relance. C'est absurde. Donc c'est vraiment double effet négatif. Mais les fact-checkers de France Info, comme Julien Pain, qui ont désinformé énormément pendant la crise sanitaire, c'est leur rôle d'ailleurs, de faire la propagande du gouvernement et de dire que tous les opposants ont tort, dit non, c'est pas vrai. L'Union européenne, en fait, n'a rien à voir, elle ne peut pas imposer une réforme des retraites. Sauf que si vous voulez toucher le plan de relance, il faut faire la réforme des retraites. Et si Julien Pain lisait ses copains journalistes du Point, je vais vous citer ce que dit Le Point récemment. Grand journal complotiste. Journal complotiste, hein, voilà. Voilà, et de très à gauche. Il y a un article du Point de début janvier qui dit « Retraite, les Belges sous la pression de Bruxelles. Pour percevoir 850 millions d'euros de fonds européens, ils doivent absolument réformer les pensions avant le 13 janvier. » Donc en plus, il y a une date très proche. Et c'est pareil en Espagne. Il y a des articles de presse sur la réforme des retraites imposée par l'Espagne. Mais bien entendu, ces gens-là veulent cacher le rôle de l'Union européenne là-dedans. Et juste pour vous dire à quel point, en fait, l'Union européenne, c'est un espace de plus en plus violent au niveau social. Les retraites en Italie sont à 67 ans. Et au Portugal, c'est 66 ans, 3/4. Et c'est 65 ans dans le reste de l'Europe et 67 ans dans d'autres pays. Mais moi, je ne dirais pas il faut faire comme les autres, c'est-à-dire faire en sorte que les gens finissent par mourir avant de pouvoir prendre leur retraite. Il faut que les Français comprennent que c'est parce qu'ils sont combatifs, parce qu'ils sont le cœur politique de l'Europe. Ce sont des gens qui pensent beaucoup plus politique que les autres Européens, qu'ils ont obtenu de ne pas être saccagés socialement en termes de retraite, alors que les autres pays européens ont eu des choses de plus en plus violentes. Et le deuxième effet, c'est parce que les Français faisaient des enfants, ça c'est un effet logique, qu'on a besoin d'un âge de la retraite qui soit moins éloigné aussi que l'Italie. Mais vous imaginez... Et si je peux me permettre, pourquoi on ne ferait pas une politique familiale de natalité plutôt que de s'aborder les retraites? Ça serait beaucoup plus intelligent. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas pensé comme argument, mais maintenant je le ressortirai dans les débats. Effectivement, faisons une politique de natalité pour qu'on ait suffisamment d'enfants. Alors que la politique de violence économique conduit à ce qu'on est passé de 2,10 enfants par femme à 1,8. Et aux États-Unis... Donc le seuil de renouvellement des générations n'est pas assuré. N'est plus là. Et aux États-Unis, de 2 à 1,6. Et pareil au Royaume-Uni. Donc c'est cette violence économique qui fait que les jeunes ne font plus d'enfants. Ils ne peuvent plus acheter d'appartements, ils ont du mal à vivre tout simplement, et donc à se mettre en couple. Et ils restent même chez papa et maman de plus en plus tard. Il y a une autre raison à la réforme des retraites. C'est dit dans les propres documents qui sont déposés par Macron à l'Assemblée nationale. En fait, il est dit que cette réforme de retraite va permettre à l'État de gagner de l'argent, et cet argent gagné va être redistribué en baisse d'impôts pour les entreprises. Donc vous voyez que Elisabeth Borne ment. En fait, c'est pour baisser les impôts, et surtout des grandes entreprises et moyennes entreprises avec la CVAE,
que cette réforme des retraites est faite. Ce qui est d'ailleurs la logique de l'Union européenne. Baissons les impôts des entreprises en ayant moins de services publics. Je fais l'avocat du diable, j'adore défendre la politique d'Emmanuel Macron, comme tout le monde le sait. Mais est-ce que ça, c'est pas vertueux? Parce que finalement, si on baisse les impôts des entreprises, peut-être qu'on va aussi par la suite baisser les cotisations des entreprises et donc le salarié pourra peut-être s'y retrouver. Peut-être qu'il y aura moins de différence entre son net et son brut. En fait, c'est les 40 ans passés qui nous disent, qui nous donnent la réponse à votre question, Élise. En fait, Oui, c'est qu'effectivement, depuis 40 ans, on nous dit, ça a commencé avec l'émission Vive la crise d'Yves Montand, en fait, où on nous dit il faut absolument baisser les impôts des entreprises et tout va bien se passer. Ce qu'on voit factuellement, c'est que les impôts des entreprises ont été fortement baissés. Ils étaient à 50%, l'impôt sur les sociétés, ils sont passés à 30%, 33%, même 28%. Et tous les impôts des entreprises ont baissé. Mais la croissance n'a fait que s'effondrer dans ces 40 ans. Donc c'est pas une recette qui marche. C'est pas l'uniformisation. Et pour le coup, il y a quand même des questions pour les impôts sur le revenu, il y a des tranches. Est-ce qu'il ne faudrait pas des tranches pour les impôts sur les sociétés? C'est-à-dire que les entreprises qui gagnent énormément d'argent contribuent un petit peu plus. Il faudrait déjà qu'elles payent leurs impôts, les entreprises qui gagnent énormément d'argent, les multinationales. Mais comme on est dans l'Union européenne, qui est une Union européenne de paradis fiscaux aussi, Luxembourg, Belgique d'un autre côté, Malte, plein de pays qui sont devenus des paradis fiscaux, Irlande aussi, eh bien l'argent s'évade naturellement vers les paradis fiscaux et les entreprises ne payent pas leurs impôts. C'est tout le problème. Et on ne peut rien y faire, puisque le Luxembourg est protégé par l'Union européenne de cette évasion fiscale. On ne peut rien faire en étant dans l'Union européenne. Donc c'est tout le sujet, quoi. C'est tout le sujet, et ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est ce qu'on voit se passer et se dérouler depuis des années. Baisser les impôts des entreprises ne suffit pas. Ce qui serait intelligent, c'est de mettre 2 taux d'impôt sur les entreprises. Un taux d'impôt pour les dividendes, en fait, qui est un petit peu plus élevé que le taux d'impôt sur les donc les bénéfices distribués, qu'un taux d'impôt sur les bénéfices réinvestis quand les entreprises font des investissements. Et là, vous créez un cercle vicieux, puisque les entreprises, au lieu de verser des dividendes, les patrons ont tendance à ce moment-là à réinvestir dans l'entreprise. Et tout le monde y gagne, puisque ça crée de l'emploi, ça crée de l'innovation, et le pays se porte mieux. C'est ce qui était le cas avant que des énergumènes libéraux, ultralibéraux comme Macron arrivent au pouvoir, en fait. On avait ce genre de choses. Et la dernière chose, peut-être, si vous voulez, il y a aussi un élément dont on peut parler, c'est qu'ils nous disent en face de ça, en face de cette réforme, elle est presque sociale, parce en fait, on va mettre la retraite minimum à 1 200 € par mois, brut. C'est ce qui est envoyé dans les médias. Sauf qu'en fait... Alors c'est complémentaire comprise déjà, hein. Complémentaire comprise. Donc on a l'impression, ah oui, effectivement, c'est bien. Il y a plein de gens qui font des gorges chaudes de ça. Sauf que l'économiste Michael Zemmour, spécialiste des retraites, a débunké ça, a regardé et a dit, en fait, sur les 30% de Français qui ont une petite retraite, eh bien en fait, il y en a 10% qui auront le droit à ces 1 200 € et 90% qui n'y auront pas le droit, parce qu'ils n'ont pas eu des carrières complètes, ils cochent pas les cases du texte. Donc c'est un effet d'annonce finalement. C'est un effet d'annonce, il n'y a que 10% des petites retraites qui seront valorisées à ces 1 200 €. Et a priori, ça ne devrait pas concerner les futurs retraités, ceux qui sont en passe d'être à la retraite. Alors, je crois que ça ne concerne pas les actuels retraités, ça ne concerne que les futurs retraités. Excusez-moi, c'est l'inverse. Voilà, tout à fait. Mais les actuels retraités ne vont pas bénéficier de ces 1 200 €. Du moins pas en l'état, pas dans la proposition d'Elisabeth Borne. Exactement, pas en l'état du projet, parce que tout ça peut bouger au fur et à mesure du temps. Selon la contestation populaire, ça peut effectivement bouger, mais pour l'instant, effectivement, ça n'est pas... Et alors, selon les chiffrages, en fonction de qui sera concerné par ce fameux seuil de 1 200 € minimum, on évolue entre 400 millions et 2 milliards. Alors, bon, même si ce n'est pas des sommes astronomiques pour un budget de retraite, on se dit, quelque part, ils veulent faire une économie et puis ils vont redistribuer davantage de l'autre côté. Alors bon, on peut s'en féliciter parce que c'est pour les toutes petites retraites, mais ça n'a pas de sens encore, ce truc. Ils vont redistribuer effectivement davantage de l'autre côté, puis ils vont redistribuer 5 milliards d'euros, ce qui est prévu, de prestations sociales, de RSA, etc., à tous les gens qui auront 60 ans et qui n'auront plus aucun revenu et qui sinon se retrouveraient à la rue. Donc en fait, ce qu'ils vont gagner d'un côté, ils vont le reperdre de l'autre, mais surtout, ils ne vont pas favoriser la relance de l'économie française, qui est la seule chose qui peut fonctionner. Parce que pour avoir un système de retraite équilibré, il faut avoir un pays où il y a beaucoup de salaires distribués, beaucoup d'emplois, et surtout des salaires qui soient corrects, et des cotisations sociales correctes. Or Macron, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? D'un côté, il vous détruit l'économie française, les commerçants, les artisans, l'industrie, avec des prix de l'énergie dingues, ce qui détruit le système des retraites à venir, puisque ça détruit les cotisations sociales. Et de l'autre côté, il dit... je vais sauver le système de retraite en vous forçant à travailler jusqu'à 64 ans. Donc on voit qu'il se moque du monde là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition, de l'opposition politique aujourd'hui ? Alors évidemment, la gauche, avec la NUPES, est radicalement opposée
à ce projet. On voit qu'Éric Ciotti, lui, est très heureux, après avoir été élu à la tête de ce qui reste des Républicains, d'avoir obtenu ce petit point qui est encore très flou, comme on vient de le dire, sur les toutes petites retraites. Marine Le Pen est opposée également, et on a vu également Éric Zemmour dire que de toute façon, c'était folie que de promettre une retraite à 60 ans. Ça tombe bien, personne ne l'a fait pour le moment, enfin pas en l'état des débats. Même Zemmour a dit, de toute manière, c'était dans mon programme économique d'avoir une retraite à 64 ans, quoi. Effectivement. Et là-dessus, Zemmour fait plaisir à son électorat bourgeois, bourgeois patriote, qui représente 2% des 7%, quoi, en fait. C'est qu'une petite partie. Mais il s'aliène là-dessus les classes populaires et moyennes. Et j'ai peur que pour lui, ce soit quelque chose de très difficile, ce moment-là. D'ailleurs, dans cette interview, il bégayait tellement il était mal à l'aise, quoi. Et il faisait beaucoup de « e ». Il était très mal à l'aise. Le RN est contre. La France Insoumise est contre. Le PS et Europe Écologie Les Verts sont contre. Mais enfin, contre, pas trop contre non plus. Mais ils vont amender, on va dire. Ils sont obligés. Ils sont alliés dans la NUPES. Effectivement, LR et les macronistes sont pour. Et LR rejoint le camp Macron et aide Macron à faire cette grande réforme des retraites, qui est une réforme hyper violente socialement. Et pour exempter la Macronie de passer en force avec le 49.3, encore une fois. Exactement, parce que là, il n'y a même pas besoin de 49.3 finalement, puisque Macron n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, mais le sera grâce à l'apport des députés LR. Donc en fait, ils sont en train de cautionner le système de retraite de Macron et d'aider Macron, fondamentalement. Ils sont en train de se satelliser dans la Macronie. Je pense que c'est peut-être le coup de grâce pour ce parti politique. Politiquement, oui, c'est très intéressant parce qu'on était beaucoup dans la famille patriote, souverainiste, etc., etc. On pouvait se féliciter de voir Olivier Marleix à la tête de ce groupe qui avait beaucoup combattu Emmanuel Macron, notamment dans le cadre de Alstom, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est les porte-cotons de la Macronie quasiment depuis le départ. Mais c'est ce que j'ai dit à Olivier Marleix sur Twitter, avec qui j'ai eu une discussion. C'est qu'en fait, le gaullisme, c'est pas d'écraser le peuple, en fait, pour faire une réforme des retraites. De Gaulle, à la fois, il assurait la puissance de la France et aussi la prospérité du peuple français. Il n'écrasait pas le peuple, il tenait les deux bouts de la chose, et le peuple et la nation. Et là, LR n'est pas gaulliste depuis, effectivement, très longtemps. En fait, c'est juste quelque chose de très sale, de très électoraliste. Le parti qui n'a fait que 4% aux élections présidentielles, avec Valérie Pécresse, et qui va probablement descendre à 2 comme Anne Hidalgo pour le PS. Ce parti, finalement, représente juste son électorat de retraités qui veulent aux 2/3 cette réforme des retraites. Et en fait, en faisant ça, il s'aliène toutes les autres classes de la société française. Et donc, c'est peut-être le coup de grâce pour LR qui viendra, mais de toute manière, qui est un parti zombie depuis bien longtemps, on le sait, quoi. Alors écoutez, Philippe Murray, on a dit beaucoup de mal de cette réforme des retraites depuis le début de cet entretien, mais je crois qu'on est passé à côté d'une chose capitale. On n'a pas vu l'évolution des choses. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la pénibilité, quelque chose nous a échappé. Heureusement, il y a les élus de Renaissance qui vont nous expliquer. Et moi, j'ai discuté avec des carleurs qui m'en ont fait part. Moi, mon voisin, à l'époque, dans mon village... Il y a aussi des évolutions positives. Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les choses évoluent. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés. Un carleur, aujourd'hui, il a accès à des protections pour ses genoux. D'exosquelettes. Qu'il n'avait pas il y a 15 ans ou 20 ans. On ne vit pas aujourd'hui comme il y a 40 ans. Alors je dois dire qu'ils sont quand même fabuleux ces marcheurs parce qu'on aurait presque envie de devenir gauchiste quand on les entend. En fait c'est une caste hors sol, complètement déconnectée par des réalités, qui pensent que les ouvriers ont des exosquelettes pour aménager leur peine ou alors des protections pour les genoux. C'est des drones qui amènent les briques. Exactement, en fait il n'y a plus aucune dureté dans le travail manuel, ce qui est faux. Et effectivement, ils sont hors sol, ils sont déconnectés. C'est une caste arrogante. En fait, qu'est-ce qu'elle défend, cette caste ? Elle défend un système mondialiste, de mondialisation économique qui a été décidé et qui est aussi imposé par là où ils sont rentrés, c'est-à-dire dans l'Union européenne, qui est la courroie de transmission de la mondialisation et du libre-échange. Finalement, si on se pose la question, la nation France, on le voit bien, elle s'appauvrit de plus en plus. Qui est-ce qui profite du système ? Est-ce que ce sont les salariés ? Donc, ça fait une énorme 25 millions de Français. Non, les salaires ont tendance à ne pas augmenter, le pouvoir d'achat a diminué. C'est ce que disaient les Gilets jaunes qui étaient soutenus par 82% des Français quand ils allaient dans la rue. Ils disaient on n'arrive plus à manger et à donner assez à manger à nos enfants. Vivre de son travail, tout simplement. Et vivre de son travail dignement, on n'y arrive plus. Mais les retraités, on n'a pas parlé dans l'émission, mais les retraités aussi ont subi une baisse de plusieurs pourcents de leur retraite. Les retraites qui n'ont pas été augmentées alors que l'inflation augmentait. Bien sûr. Donc leur niveau de vie a baissé aussi. Donc en fait, qui s'en sort dans le système France d'aujourd'hui ? Ni la nation, ni les salariés, ni les retraités. En fait, il n'y a que les multinationales. C'est les 500 plus grandes familles.
C'est-à-dire que les 500 plus grandes familles françaises, celles qui sont répertoriées dans le Challenge, avaient un patrimoine de 80 milliards d'euros il y a 25 ans. Ils ont un patrimoine de 1000 milliards d'euros. Donc eux, ils ont fait x12 en termes de patrimoine. Et en termes de revenus, on n'en parle même pas, pendant que les autres s'appauvrissaient. Et on le voit aussi dans les résultats du CAC 40. Il y a 20 ans, c'était 15 milliards d'euros de distribution de dividendes et de rachat d'actions. Aujourd'hui, c'est 80 milliards d'euros, x5, x6. Donc on se retrouve, si je me permets, vous voyez, Élise, on se retrouve comme un dîner à une table, en fait, si on représente l'économie comme ça, où tout le monde avait quelque chose à manger dans son assiette, pas tout à fait la même quantité, la même qualité, mais tout le monde avait quelque chose à manger. Et puis là, il y a des gens, de plus en plus de gens n'ont pas assez à manger dans leur assiette. Et puis, il y en a un au bout de table, il a tout. Et on lui demande, mais pourquoi tu partages pas et pourquoi nous, on n'a pas assez à manger ? Il dit, mais c'est parce que moi, prends un os. Voilà. Moi, je suis actionnaire, je prends tous les risques. Bien Donc sûr. c'est normal que j'ai tout. Et ça, c'est les 500 familles, les milliardaires. Et c'est normal que j'ai tout. Donc ce système, il rend malheureux tout le monde. Et même ceux qui ont assez dans l'assiette, en fait, parce qu'ils s'en sortent par leur travail ou par un héritage, par un peu de chance, tout un tas de choses. Eh bien, ceux-là, même, en fait, ils ne sont pas heureux. Parce que dans ce système, leurs amis qui sont à côté, finalement, ils s'en sortent pas, ils sont nerveux, ils sont inquiets pour leur avenir, ils n'ont pas assez dans leur assiette. Donc ce système, il est en train de fondamentalement liquider l'économie française, mais aussi détruire et abîmer la société. C'est un système injuste, et on a l'impression qu'effectivement, c'est comme les nobles avant la Révolution de 1789. Ce sont des gens qui sont arrogants, qui sont incompétents, qui sont incapables d'arrêter les problèmes qu'a la France, qui plongent la France dans des problèmes, arrogants, incompétents, et qui sont un système, en fait, de parasites, quoi. Clairement. Alors, je vais faire un peu de provoque, Philippe Murer. Vous êtes en train de m'expliquer que finalement, c'est le grand capital qui tire ses marrons du feu. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans un système de retraite par capitalisation ? Parce que du coup, c'est là où on se fait de l'argent. Alors déjà, si vous pensez qu'être la roue de secours, c'est-à-dire prendre... Déjà, il faut pouvoir investir assez d'argent et avoir l'argent pour investir assez dans les entreprises. Pourquoi pas en bourse ? Imaginons qu'on fasse ça. Eh bien, le système de retraite par capitalisation, il a existé en France, en fait, dans les années, au début du XXe siècle. Simplement, dès qu'il y avait une crise financière, tout le monde était ruiné. Et le système de capitalisation avec. Et donc, on a décidé de faire une retraite par répartition qui fonctionne mieux. Parce que les arbres vont pas au ciel. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire les deux ? David Lisnard, par exemple, le maire de Cannes, qui est plutôt un libéral, lui, il propose un système mixte avec 2 tiers de répartition, 1 tiers de capitalisation. Déjà, les gens ont le droit de faire les deux. Il y a des lois Madelin qui permettent d'investir dans des systèmes de retraite complémentaires. Il y a des systèmes de retraite complémentaires. Les gens ont le droit de faire les deux. Après, est-ce qu'il faut leur imposer de faire les deux ? Non. Parce que le système de retraite par capitalisation aux États-Unis ne marche pas bien du tout. Il y a plein de gens qui arrivent à la retraite, en fait, qui travaillent à 70 et 80 ans parce qu'ils n'ont pas mis assez de côté. Et puis, le système de retraite par capitalisation, en fait, il est aussi fragile que le système de retraite par répartition. Si vous ne créez pas de prospérité dans l'économie, vous ne pourrez pas soutenir un système de retraite par répartition, mais pas non plus par capitalisation. Et on le voit au Royaume-Uni, dont le système de retraite a failli, et de fonds de pension a failli s'effondrer, en fait, au mois de septembre. Il a été sauvé par la Banque centrale parce que c'était en train de partir en vrille. Les taux d'intérêt sur l'État britannique sont passés de 2 à 4,5%. En fait, parce qu'il n'y a pas assez de rémunération, pas assez de taux d'intérêt pas assez élevé au Royaume-Uni. Donc les systèmes de retraite par capitalisation, les fonds de pension ont pris des risques dingues, ont vendu des produits dérivés sur les marchés financiers pour augmenter leur rémunération. Et ces produits dérivés ont failli les ruiner. Ça les obligeait à vendre des taux d'État britanniques, de l'emprunt britannique, à faire monter les taux. Et c'était un système qui risquait de complètement se tricoter. Et la Banque centrale a dû prendre de l'argent public pour sauver ces acteurs privés du système de retraite par capitalisation, qui finalement disent faisons un système de retraite privé, et ils demandent l'appel à l'aide de l'argent public et de la Banque centrale pour les sauver quand ça va mal. Donc vous voyez que c'est pas une solution. Puis on a vu déjà certains fonds de pension, notamment aux États-Unis, qui investissaient dans des choses un peu originales, telles que FTX, la fameuse plateforme de crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried, qui visiblement n'était pas nickel sur tous les plans légaux. Non, vous avez tout à fait raison. C'est la plateforme de crypto-monnaie, en fait, d'échange de crypto-monnaie, sur lequel il y avait beaucoup d'Américains qui avaient mis leurs économies en investissement dans les crypto-monnaies. Et en fait, ils sont tous ruinés, quoi. Il y a des milliards qui sont partis. Alors, ils se félicitent tous, là, ils ont récupéré 5 milliards, je crois, sur 40 ou 45. Voilà, donc les gens auront 10% de l'argent qu'ils ont mis au départ. Bon, ils sont fait ruiner que 90% et pas 100%. Mais il faut voir qu'en plus, on est dans un système qui est plus ou moins quand même mafieux, on pourrait dire, parce que le Parti démocrate a reçu énormément d'argent. Samuel Bankman-Fried,
qui a fait cette plateforme de crypto-monnaie, qui a fait banqueroute, qui a fui aux Bahamas parce qu'il avait fait tellement de magouilles qu'il savait qu'il allait en prison, a fini par être arrêté aux Bahamas, et on s'est rendu compte que c'était un des plus grands donateurs du Parti démocrate. Et le Parti démocrate, on lui dit, rendez l'argent, puisque vous avez reçu l'argent d'escroc qui a ruiné les Américains. Rendez l'argent aux Américains ruinés. Et il refuse de le faire. Donc c'est là, on voit que ce système... Je crois qu'il en a donné une partie à Zelensky d'ailleurs aussi. Il paraît qu'il y en a une partie qui est partie vers l'Ukraine, effectivement. Et en fait, il a détourné toutes les règles comptables, toutes les règles financières. Il a piqué tout simplement dans la caisse l'argent des gens qui avaient déposé l'argent. Et d'ailleurs, on a fait une émission ensemble avec Philippe Erlin sur les crypto-monnaies. Et moi, j'avais alerté sur le danger pour les particuliers d'aller là-dessus, parce qu'il y a toujours des aigrevins financiers quand il n'y a pas l'État qui fait un minimum de contrôle de ce qui se passe dans ces plateformes. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens se font voler et dépouiller, quoi. Voilà, c'est le cumul. C'est la crypto-monnaie plus le système capitalisme poussé à l'extrême, quoi. Où effectivement, c'est un système où la caste se sert et il y a des malversations, de la corruption dans tous les sens. On a vu tous les scandales de la Macronie liés à des grandes entreprises privées où ils sont recasés, où ils viennent de grandes entreprises privées. Là, récemment, en fait, on voit que ce système est corrompu jusqu'à l'os. Quand on voit qu'ils ont vendu le patrimoine de Grignon, des vieux meubles Louis XIV à 40 €, qui ont été finalement vendus, je crois, 10 000 € aux enchères. Donc il y a des gens qui l'ont acheté à 40 €, il n'y avait aucune publicité sur la vente et qui ont pu les revendre aux enchères au vrai prix 10 000 €. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas une corruption majeure au sein de l'État quand on voit le pillage des biens des Français, des biens publics, pour le profit d'une caste qui en plus est au sommet de la politique. Alors Philippe Muriel, on l'a déjà un petit peu évoqué, il y a également à cette réforme des retraites et à tout ce système qui inquiète considérablement les Français, il y a l'inflation qui vient de frapper depuis quelques mois notre pays et l'intégralité d'ailleurs de l'Union européenne et même bien au-delà. L'INSEE a annoncé aux alentours de 6 points, mais quand on regarde sur le panier des courses, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez intelligent qu'a fait France Info, un même panier de courses toute l'année, tous les mois, et on a constaté qu'en un an, finalement, c'était 14 points d'augmentation. Et ça, c'est quand même considérable. Comment on explique qu'on soit face à une telle inflation ? Alors, il y a plein de raisons. C'est un sujet complexe, mais c'est sans doute qu'on est au bout d'un système économique qui ne fonctionne plus et qui crée de l'inflation, un peu comme dans les années 70. Il y a aussi les décisions stupides de se passer d'énergie russe d'un tiers de notre approvisionnement, ce qui a fait flamber les prix de l'énergie en Europe, mais aussi dans le monde entier. Il y a le fait qu'on a créé, par la planche à billets, des milliers de milliards d'euros d'argent public qui ont été investis dans les marchés financiers pour faire monter les marchés financiers. Donc on voit le détournement de l'argent public pour le système capitaliste et pas pour construire des beaux projets. Et puis la gestion absurde du Covid et les dysfonctionnements du capitalisme mondialisé. Et donc c'est ça qui a créé ce taux d'inflation, effectivement, qui est à 7% en France selon Eurostat et à 6% selon l'INSEE, 11% en Allemagne, c'est monté à 9% aux États-Unis. Et le problème, c'est qu'effectivement, les salaires ne suivent pas. Les salaires américains, ils ont monté de 5% quand l'inflation était à 8,5%. Donc, ils ont perdu 3,5% de pouvoir d'achat. Mais en fait, dans le monde occidental, on a perdu entre 3 et 7% de pouvoir d'achat à cause de cette inflation. Donc, en fait, cette inflation est en train de détruire le pouvoir d'achat des ménages, alors qu'on voit que les dividendes du CAC 40 sont plus hauts. Eux ont profité de tout ce système. Alors face à cela, que fait le système, j'allais dire ? Parce qu'on a vu que les taux, par exemple, étaient augmentés régulièrement par les banques centrales. On sait que Christine Lagarde vient régulièrement maintenant nous expliquer, parce qu'elle est la patronne de la Banque centrale européenne, après le FMI, nous expliquer qu'il faut augmenter les taux pour réguler cette inflation. Alors moi, je suis ça de près, puisque je suis économiste. Quel est le mécanisme, en fait, qui justifie ça ? Le mécanisme, en fait, c'est justement juste de créer une récession. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont ont peur les banques centrales, elles le disent officiellement, c'est que la hausse de salaire qui n'est pas assez forte soit quand même trop forte et entraîne un second tour d'inflation. Quand les prix et les salaires augmentent de 5%, ça fait un second tour d'inflation qui, à la fin, finit par faire un autre tour de hausse de salaire et un autre tour d'inflation et dans une boucle prix-salaire, ce qu'on appelle. Donc c'est une spirale inflationniste. Craignant la spirale inflationniste, les banques centrales ont décidé de monter les taux pour tout simplement créer une récession, faire monter le chômage. Et à ce moment-là, avoir les salaires qui baissent parce que le chômage augmente. En gros, c'est casser le pouvoir d'achat des gens. Casser le pouvoir d'achat des gens pour qu'on n'ait pas de hausse de salaire et que l'inflation s'arrête. Ça, c'est un moyen classique et c'est le moyen qu'ils ont utilisé cette fois-ci, mais qui est un moyen violent puisque les gens ont perdu dans le précédent cycle économique. Effectivement, les classes populaires et moyennes, elles ont perdu. Et elles ont perdu encore plus par l'inflation. Et là, elles vont perdre par la récession, le chômage et le fait qu'on va casser leur salaire. Donc c'est un système extrêmement injuste. Mais il risque de se passer quelque chose, moi je pense, dans l'année 2023, c'est-à-dire que
Les banques centrales essayent de ne pas faire effondrer le système de marché financier et d'être très prudentes. Mais au bout d'un moment, pour arrêter l'inflation, il y aura forcément, à mon avis, une crise financière majeure, très probablement en 2023, avec un effondrement de système financier. Et là, vous verrez qu'ils ne veulent pas sauver les Français pour le système de retraite, mais ils iront sauver les banques et le système financier à coût de milliers de milliards d'argent public. Et en même temps, alors moi j'entends cette critique, mais quelque part, les Français aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir leurs économies à la banque. Donc si les banques s'effondrent, c'est les banques qui s'effondrent, mais c'est les Français avec. C'est vrai, et là-dessus, c'est là où c'est dangereux. Bon, ils sont protégés quand même sur 100 000 euros de capital pour l'instant par les lois. Quand les banques n'ont plus rien, qui rembourse ? C'est un système de réserve qui n'est pas suffisant, mais ça sera l'État qui ira, au lieu d'imprimer de l'argent pour sauver les grands milliardaires, ils imprimeront de l'argent pour rendre l'argent aux Français. Je veux dire, ça, c'est pas un problème. Mais bon, ça cause de l'inflation quand même à terme, mais ils rendront l'argent aux Français, tant mieux. Mais on est protégé qu'à hauteur de 100 000 euros. Et en fait, il y a d'autres pays où ils ne les rendent pas, où ils ne rendent pas l'argent. Le Liban, on se rappelle de l'Argentine. Les crises, parfois, c'est aussi les crises où on ne peut plus aller retirer de l'argent à la banque. C'est clair. Et quand le système s'effondre, c'est ça qui se passe, c'est que tout le monde y perd. Et effectivement, l'Union européenne, en plus, a fait une loi en 2014 ou 2015 qui fait que quand les banques s'effondrent, en fait, ce sera l'argent des déposants et des entreprises qui vont recapitaliser les banques. Et donc, ça va être double peine. Vous aurez, en fait, votre argent qui va être bloqué et qui va permettre de remonter la banque. On va vous prendre une partie de votre argent. Et de la même manière, l'assurance vie, il y a eu la loi Sapin qui fait qu'en fait, si les assurances vie s'effondrent, il prévoyait qu'il y avait une possibilité d'effondrement avec les marchés financiers, eh bien, votre argent sera bloqué. Votre argent d'assurance vie, qui est le plus gros produit d'épargne des Français, 1 500 milliards d'euros, peut être bloqué pour éviter que... C'est amusant, là, ce que vous nous racontez, Philippe Muriel, parce que je fais un rapprochement, alors ça va être complotiste, mais bon, c'est pas grave, avec le grand reset de Klaus Schwab qui dit qu'en gros, plus rien n'appartiendra à plus personne. Mais finalement, on se rappelle qu'avec les sanctions contre la Russie, on a dépossédé certains ressortissants russes de leurs propriétés en France, de leurs comptes bancaires. Et là, finalement, c'est pareil. Les économies, non, c'est plus les tiennes, c'est pour renflouer telle ou telle caisse. Exactement. Si tu es très riche et très puissant, tu seras protégé. Mais si tu n'es pas le bon, en fait, si tu n'es pas la bonne personne, tu seras matraqué. Et c'est vrai qu'on a fait du vol, je veux dire, de l'argent des oligarques russes. Et même Hollande est allé plus loin. Il a dit qu'il faut voler les oligarques russes, mais il faut aussi sanctionner les enfants et les petits-enfants. Oui, allons-y. Et pourquoi pas les enfants à naître, quoi. On voit qu'on est chez les dingues, quoi, effectivement. Même si j'aime pas les oligarques russes, le vol de la propriété, c'est très mauvais, parce que les autres pays n'ont plus envie d'investir chez vous quand ils savent qu'ils peuvent être volés. Surtout quand on sait les relations avec la Chine, par exemple, on peut s'inquiéter des investissements chinois en France. Bien sûr. Bien sûr, même si l'investissement chinois en France est souvent acheter des entreprises et donc c'est quand même une perte de substance de la nation. Bien sûr. Et puis après, c'est des conditions de travail chinoises qu'on vous impose dans les entreprises. Je ne suis pas sûr que les Français soient tout à fait prêts à avoir des conditions de travail chinoises. Ça sera pire que la réforme des retraites encore. Ça sera encore pire, quoi. Ça sera encore pire. C'est ce que laisse faire ce gouvernement, effectivement. Mais il y a vraiment une forme de spoliation. Il y a une socialisation quand il y a des pertes, comme dans la crise de 2008-2009, et comme il y en aura s'il y a une crise financière. Par contre, il y a une privatisation des profits. Donc c'est un système... gauche tu perds et droite tu gagnes pas. Quoi. Voilà, pile tu perds, face tu perds, quoi. C'est ça. Et par contre, les banquiers et les plus puissants fonctionnent. Moi, je suis pas du tout de gauche. Je suis gaulliste, c'est-à-dire de gauche et de droite. J'essaie de tenir les deux bouts, soutenir une France qui est puissante et qui est respectée dans le monde, et à la fois soutenir un peuple, faire en sorte que le peuple s'en sorte bien économiquement, socialement, en termes de liberté. Et ça, c'est effectivement possible, et c'est ce qu'il faudrait faire. Or, là, on détruit à la fois le peuple, qui est le fondement de la puissance d'un pays, et on détruit la nation, puisque la France n'est même pas respectée, et économiquement, descend dans les classements économiques. Donc, c'est un système qui est à bout de souffle, qui ne fonctionne pas. Et ça sera aux Français de se bouger pour le changer, quoi. Alors, justement, on a parlé de cette inflation, mais à cela s'ajoutent aussi les prix de l'énergie. Là aussi, on les a touchés du doigt tout à l'heure dans notre émission. Je vous propose d'écouter tout de suite un boulanger de jouer les tours. Il répondait aux questions de Géraud Dufayet. On va arriver dans une période où il va falloir qu'on commence à renégocier un contrat pour les 3 ans à venir dans ce marché qui a pris des volumes déraisonnés. Alors moi, ce que j'espère d'ailleurs dans les 5 mois qui viennent, c'est que cette indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz va commencer un petit peu à s'étioler. Parce que ce qui fait le prix fou à ce moment de l'électricité, c'est en fin de compte, c'est le fait que l'électricité est indexée sur le prix du gaz. Parce qu'il me semble que le coût de l'électricité actuellement à produire, il n'a pas multiplié par 10 dans certaines centrales, qu'elles soient hydroélectriques, qu'elles soient nucléaires ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que le coût de fabrication d'électricité est multiplié par 10.
Alors, si on passe très rapidement sur la question des sanctions à l'encontre de la Russie, qui ont fait augmenter les prix du gaz, etc., gaz qu'ailleurs russe qu'on récupère par d'autres biais, ce qui nous permet juste de le payer plus cher, et qu'on se concentre uniquement sur la question du marché de l'électricité, de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de ce fameux marché de l'énergie, justement ? Alors, la première partie, ça a été de détricoter le système énergétique de la France, où en fait on avait quelque chose d'extrêmement simple. On avait l'État qui était actionnaire d'EDF à 100%, et puis les usagers. Et l'État fixait des prix de vente de l'électricité qui n'étaient pas trop chers, mais qui permettaient à EDF de gagner un tout petit peu d'argent et d'investir dans ces productions d'électricité. Et d'entretenir ces centrales avec les bénéfices. Et d'entretenir, vous avez raison, correctement ces centrales avec des bénéfices légers, juste ce qu'il faut pour payer. Et en fait, ce système fonctionnait extrêmement bien. On avait l'électricité la moins chère du monde. Et d'un coup... Et on l'exportait. Et on exportait de l'électricité. On en avait trop. Donc quand on en avait trop, on pouvait l'exporter, ce qui nous donnait en plus un volant de sécurité et des devises en même temps. C'est un système formidable qui a été complètement détruit. Ça a commencé par Sarkozy, les LR, qui ont accepté que le marché européen de l'électricité, c'est de démanteler EDF, de faire en sorte qu'on ait l'AREN. L'AREN, c'est quoi ? C'est qu'EDF, cette année, en fait, a vendu à peu près 40% de la production d'énergie nucléaire en dessous de son prix de revient. Donc 30% de son prix de revient. Donc à perte. J'ai envie de dire à ce boulanger, vous pensez que le système, c'est comme si vous, boulanger, vous produisiez des baguettes et que vous les vendiez 30% moins cher à vos concurrents boulangers qui sont installés à côté de chez vous. C'est exactement ce qu'on fait. On a créé des espèces de fournisseurs privés d'énergie qui ne sont pas, qui ne font que commercialiser, qui sont des parasites qui récupèrent l'électricité d'EDF à 40 € le mégawattheure et qui le revendent parfois 10 fois, 20 fois plus cher. Et qui le revendent soit aux gens, soit sur le marché européen de l'électricité. Le problème, c'est que donc, ce marché européen de l'électricité, c'est un bordel total, c'est un embrouillamini incroyable. Le problème, en plus, c'est que ça subventionne, en fait, l'électricité allemande. Ça fait monter le prix de l'électricité française au même niveau que l'électricité allemande. Si vous regardez sur les prix de l'électricité au quotidien sur RTE, c'est toujours les mêmes prix entre la France et l'Allemagne, parfois même au centime près. Pourquoi ? Parce que ça subventionne l'électricité allemande. Le prix de l'électricité nucléaire à 60 € contre 800 € pour l'électricité au gaz, finalement tout ça est écrasé, mis dans le même panier et on subventionne. Et on a mis plein de parasites financiers, donc ces fournisseurs privés qui ne produisent rien et qui encaissent de l'argent, et des spéculateurs financiers qui jouent sur des contrats financiers, des contrats forward, des contrats futurs sur le marché de l'électricité, qui transforment ce marché en un casino avec une volatilité de dingue, dont tout le monde paye finalement les coûts. Et alors, il y a cette fameuse question de l'indexation de l'électricité sur le gaz, donc gaz qui coûte plus cher que l'électricité, enfin qui coûtait plus cher l'électricité parce que maintenant, nucléaire, voilà. Comment on explique ça en fait ? Qui a décidé de ça ? Pourquoi certains pays ont réussi à ne pas en être ? Je pense à l'Espagne. Il l'était en fait, il l'était. Tout le monde est dans le marché européen de l'électricité, tous les pays. C'est la Commission européenne qui est instrumentalisée par l'Allemagne, qui a fait une réforme qui est favorable à l'Allemagne et qui subventionne l'électricité allemande. Mais comment ils en sont sortis alors, ceux qui ont réussi à le faire ? Alors ceux qui sont sortis, c'est juste l'Espagne et le Portugal pour 1 an. Donc normalement ça se termine cette année en avril. Ah bah c'est bien, ça va être un retour en fanfare. Ah, exactement. Ils ont eu une dérogation d'1 an en prenant un prétexte qui est... que la Commission européenne a entendu, qui est de dire qu'ils ne sont pas assez reliés au réseau. Les lignes électriques sont trop faibles entre la France et l'Espagne, et donc ils ne sont pas assez bien reliés au reste du réseau européen, donc il faut qu'ils en sortent. Ils ont été très malins, ça leur a permis d'avoir une électricité souvent 2-3 fois moins chère que la nôtre. En général, ils s'en sont très bien sortis, les Espagnols et les Portugais, parce qu'ils ont appliqué des solutions nationales très simples, comme on avait avant. Et donc, ils en sont sortis. Maintenant, ils doivent y rentrer au mois d'avril. Et la France. Ce sera intéressant de voir, du coup. Exactement. On va voir la Commission européenne. Mais la Commission européenne ne va pas essayer de faire de bruit en pleine crise. Peut-être qu'ils vont leur accorder 6 mois de plus pour pas que ça se voit que l'Union européenne impose un marché européen qui détruit, en fait, l'économie espagnole. Ils essayent toujours de se cacher et de diriger dans l'ombre. Et contrairement à ce que dit Macron, la France pourrait faire exactement comme l'Espagne, sortir du marché européen de l'électricité, du mécanisme européen qui fait monter ses prix, qui fait que ses prix sont 10 fois plus chers que nos coûts de production, et ensuite remettre un tarif réglementé de vente en fait, d'électricité, où tout le monde s'en sort. Grosso modo, on peut considérer qu'entre l'énergie nucléaire qui est à 60 €, comme les énergies renouvelables, en termes de coûts, et le gaz, l'énergie importée, quand on en a besoin, qui est plus cher, on se retrouve avec un prix à 100-130 €, où EDF gagne de l'argent, les producteurs d'électricité gagnent de l'argent, donc essentiellement EDF. Et les Français peuvent payer, on divise par 3 la facture et tout le monde est content.
Malheureusement, Macron ne veut pas le faire parce que lui, il a une foi religieuse dans l'Union européenne. Donc plutôt que de défendre les Français, il préfère défendre l'Union européenne. Et en fait, voilà, on en paye le prix. Et que les Français se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de tout liquider, leurs boulangers, leurs commerçants, leurs artisans, leur industrie, leurs entreprises, pour faire plaisir à l'Union européenne? Ou il ne faut pas se poser la question d'en sortir tout simplement pour plus avoir de problèmes. Alors justement, Philippe Murière, ça fait 3 quarts d'heure qu'on discute sur tous les maux qui frappent notre pays, qui dépeignent une situation pour les Français de plus en plus compliquée, un appauvrissement permanent et progressif. La semaine dernière, il y avait une manifestation des Gilets jaunes qui était organisée en grande pompe. Il y avait eu quand même de la communication. On ne va pas se mentir, c'était un résultat plutôt affligeant. En fait, quelques milliers de personnes, si je suis gentille. En fait, c'était à Paris, parce qu'il y en a eu aussi en province. À Paris, il y a eu 5, peut-être 10 000 personnes au moment où il y avait le plus de monde. Avec 5 000 personnes. Je ne suis pas un spécialiste du comptage, j'ai vu des vidéos de haut, toujours difficile de juger. Effectivement, ce n'est pas le million de gilets jaunes qui allaient dans la rue tous les week-ends au plus fort des manifestations des gilets jaunes. En Avec 2018. Une situation bien moins inquiétante que celle d'aujourd'hui, sur le plan économique. Tout à fait, tout à fait. Mais à ce moment-là, il y a une différence, c'est qu'à ce moment-là, les Français croyaient encore en leur gouvernement, en leur classe politique, un petit peu. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'en allant dans la rue, en protestant, en faisant des cahiers de doléances pour Macron et en protestant, en fait, Macron allait lâcher du lest, leur dire « bon, je vous comprends, vous vivez mal, je vais lâcher du lest et je vais faire un peu pour vous », après avoir fait beaucoup pour les plus riches. Le problème, c'est que là, les Français, qu'est-ce qui s'est passé? Les Gilets jaunes ont été victimes d'une répression policière absolument énorme. Moi, j'ai fait des manifestations des Gilets jaunes pour observer, j'ai vu des choses incroyables, c'est-à-dire des Gilets jaunes très calmes, sur lesquels on balançait du gaz lacrymogène jusqu'à ce que les gens s'énervent. C'était à l'époque du préfet Lallemand, à Paris. À l'époque du préfet Lallemand, qui a d'ailleurs reconnu récemment, enfin, est-ce qu'il a reconnu ou pas, je ne sais pas si c'est vrai, mais il a dit on a failli tirer sur la foule. Oui, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas être obligé de tirer sur la foule. Voilà, on est dans un pays qui était un pays de liberté, un pays de respect entre le pouvoir et le peuple, et là, ils en sont à tirer sur la foule, comme dans les pires dictatures chiliennes. Ils en sont à l'envisager. À l'envisager. Ouais. Ils y sont pas d'accord, mais ils en sont à l'envisager. Et ils ont quand même tiré des coups de LBD, donc, qui ont crevé 17 yeux de manifestants, et parfois des gens extrêmement pacifiques qui n'avaient rien à voir. On a les vidéos, il y a eu des mains arrachées, et donc une répression policière hyper violente. Donc c'est pour ça que premièrement, les gens ont peur de descendre dans la rue pour 2 raisons. Ils ont peur, un petit peu peur, parce qu'ils ont peur d'être ciblés par la police, c'est la répression policière qu'ils ont vue. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils ne croient plus trop que les doléances vont être écoutées par le gouvernement. Ils ont compris que c'est une caste qui est déconnectée et qui s'en fout d'eux et qui ne les écoutera plus. Donc c'est les 2 raisons pour lesquelles pour le moment, ça n'a pas pris, je pense. J'espère que ça prendra. Et alors justement, à quoi s'attendre pour le 19, fameuse manifestation contre la réforme des retraites, les syndicats? On n'a pas parlé des syndicats d'ailleurs. Est-ce que les syndicats aujourd'hui ont encore la confiance des Français? Lesquels? On ne sait pas. Il y a plusieurs partis politiques qui vont participer aussi à ce mouvement qui devrait être d'ampleur. À quoi s'attendre là? C'est vrai, il y a tous les syndicats, même les syndicats de cadres qui vont aller manifester contre la réforme de retraite, qui fait l'unanimité contre elle. Bon, je pense que d'évoquer les syndicats, j'ai vu un petit sourire sur votre visage. Effectivement, plus personne ne pense que les syndicats sont crédibles et défendent vraiment les salariés. Ils n'ont d'ailleurs pas défendu les soignants suspendus, les pompiers suspendus parce qu'ils ne voulaient pas prendre le vaccin. Ils étaient d'ailleurs même pour le pass vaccinal contre travailler, ça ne leur posait aucun problème. Depuis des années, on voit qu'ils sont complices de Macron et tout ce qu'ils font, en fait, c'est ce que je ne sais plus qui avait sorti cette phrase, c'est que si jamais on remettait l'esclavage, la CFDT négocierait le poids des chaînes. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas de crédibilité, c'est des alliés du pouvoir. Ceci dit, ça va donner quelque chose quand même. Il y aura du monde dans la rue, très probablement, et plus il y aura de monde, franchement, plus ça mettra Macron sous pression sur la réforme des retraites et ça peut le faire reculer. Mais très honnêtement, je pense que c'est qu'une première étape. Il n'y a que la grève générale sans date de fin qui peut faire reculer Macron et l'empêcher de faire la réforme des retraites. Mais ce qui est très important, c'est que si ça, c'est décidé, que les syndicats ont le courage de dire grève générale pendant 1 semaine ou sans date de fin pour le faire plier, Macron sera obligé de plier. Il pliera sur cette réforme des retraites à 64 ans, donc le peuple aura gagné de ne pas avoir cette réforme, mais il pliera sur toutes les réformes à venir, parce que son mandat sera profondément abîmé et il sera délégitimé. Et s'il ne plie pas? S'il ne plie pas, il va mettre la France en ruine et il va au bout d'un moment, de toute manière... Si je peux me permettre, quand les raffineries ont fait grève, il y a quand même été la question des réquisitions.
Mais au bout d'un moment, quand ça ne marche pas et que les gens sont en grève générale, tranquillement, et que le roi au-dessus ne veut pas écouter qu'il est en train de ruiner le pays, au bout d'un moment, il y a une pression de plus en plus forte sur ses épaules pour qu'il lâche du lest et que la grève générale s'arrête, qui risque d'étouffer tout le monde et les grandes entreprises. Donc c'est pour ça qu'à mon avis... La pression ne viendra pas de la rue, ça sera la pression du patronat. La pression viendra du patronat et de la caste pour empêcher. Voilà, les gens auront peur s'il y a une détermination, une grève générale, quoi, fondamentalement. Donc c'est la seule chose qui peut vraiment fonctionner, je pense. Mais il faut que les gens retrouvent leur orgueil, arrêtent de se terrer, d'avoir peur d'être appauvris, de réformes antisociales de plus en plus violentes, qui redressent la tête et qu'ils aillent dans la rue le dire à Macron, le dire à cette caste arrogante et dire non, on n'est pas d'accord avec la régression de tous nos droits, avec le fait de plus pouvoir travailler mais pas avoir de retraite. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, que le peuple français retrouve son orgueil et son courage là-dessus. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Philippe Meurer, d'être venu jusqu'à nous pour tout ce sujet pas très reluisant, hein, il faut bien être honnête. Je rappelle quand même le nom de votre dernier ouvrage, Sortir du capitalisme du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, que vous pouvez trouver dès à présent sur la boutique officielle sur tvl.fr. En attendant, chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait au début de cette émission, il est encore temps de partager cette vidéo, de commenter bien entendu juste en bas. J'essaie toujours de vous répondre au maximum. Et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air, ça améliore le référencement et ça embête YouTube. Et rien que ça suffit à mon petit plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt et portez-vous bien.